Christian Lumandé, coordonnateur adjoint de la MOUCA Belgique. André Kabanda, comme vient de dire madame, bonsoir et merci de nous avoir invités. Je suis effectivement le représentant de l'UDPS Belux, Belgique-Luxembourg, et avec mon collègue représentant de l'UNC, nous présidons la coordination de CACH en Belgique. Christian Boendois, représentant de l'UNC Belgique et co-coordonnateur de CACH Belgique. La position de la MOUCA concernant le report des élections dans les trois villes Beni, Butembo et Yumbi, la position de la MOUCA est très claire sur ce point-là. La MOUCA estime que nous ne pouvons pas aller dans les élections dans ces conditions. Pour la MOUCA, les élections doivent couvrir toute l'entièreté du territoire national et nous ne pouvons pas exclure d'autres parties du territoire pour des raisons tout à fait fallacieuses de la part de la CENI et du gouvernement. En parlant du problème sécuritaire au niveau de Yumbi et de Beni et Butembo, nous savons que, surtout à Beni et Butembo, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces problèmes-là existent. Au niveau de Yumbi, nous savons que c'est la manière de fonctionner du gouvernement. Et il y a d'autres villes où il y a des problèmes sécuritaires où on n'a pas tenu compte de ça pour pouvoir reporter les élections dans ces villes-là. Donc pour nous, ce sont des manœuvres, encore une fois, du pouvoir pour pouvoir empêcher que ces élections aient lieu. Oui, le problème de l'insécurité au Congo ne date pas d'aujourd'hui. L'insécurité au Congo est devenue chronique et particulièrement à l'est du pays. Depuis que ce régime est en place, l'est du pays n'a jamais connu la tranquillité. On y tue les gens, on massacre la population, on brûle les villages. Et donc le problème de l'insécurité à l'est n'est pas d'aujourd'hui. On sait que le problème de la machine à voter a été à la base des dissensions entre les camps de participants à ce processus électoral, les partenaires à ce processus électoral. Aujourd'hui, on abandonne l'histoire de la machine. Maintenant, on se permet d'exclure des pans de population pour un alibi de l'insécurité. On dit à Beni, à Butembo, etc., il y a l'insécurité, il y a Ebola, et pourtant Ebola est là depuis quelques mois, et les ministres de la Santé étaient passés même à la télévision pour rassurer les organisateurs du processus électoral en disant les gens vont voter, il n'y a pas de problème. Et donc, ces alibis de l'insécurité d'Ebola, ce sont des faux alibis pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. La même chose à Yumbi, dans les Mayombe, où on prétend que les tribus sont en train de s'entretuer. Mais ce n'est pas nouveau non plus, parce que les gens, les militaires du régime en place sèment la désolation à travers toute la République. On se rappellera encore qu'il n'y a pas longtemps, au Kasaï, il y a eu la même chose, où on a prétendu que les gens étaient en train de se tuer, on était en train de massacrer. Et donc, tout cela, ce sont des faits que le régime en place est en train de créer de toutes pièces pour justifier le report de la non-organisation des élections. Alors, comme nous l'avions dit, en tout cas pour l'UDPS et le CACH, qu'on va aller avec ce régime jusqu'au bout, comme on l'a dit pour machine, on ira aux élections avec ou sans machine. Aujourd'hui, on dit on ira aux élections avec Beni écarté, Butembo écarté, Yumbi écarté ou pas.
minimiser ce problème qui est un problème réel, parce que sur le plan légal, finalement, Nanga n'a aucun pouvoir pour prendre la décision d'écarter telle ou telle population du processus électoral. C'est du ressort de la Cour constitutionnelle. Et donc, tous ces désordres, ça paraît clairement que la CENI et le régime en place ne veulent pas organiser les élections. Il faut les amener jusque dans leur dernier retranchement. Il faut aller aux élections, comme on a dit, avec ou sans machine, avec ou sans la population de Beni, de Butembo, de Yumbi, parce qu'on sait que quand nous dirons ça, demain il y aura autre chose. Voilà pourquoi Cash insiste sur le fait de dire, sans méconnaître le droit de ces populations, il faut pousser la CENI et le régime Kabila jusqu'à dans leur dernier retranchement, jusqu'au jour où ils vont apparaître au grand jour, ils vont dire, finalement, on ne sait pas organiser les élections. Avec ou sans Beni, nous irons pour défendre leur sécurité. Et nous disons que quand nous serons aux affaires, nous allons nous installer dans la région du Nord Kivu. Le lieu reste à déterminer, que ce soit Beni ou Butembo, pour régler ce problème sécuritaire à la source. Il faut comprendre une chose, aller aujourd'hui à 3 jours des élections dire qu'on ne part pas aux élections parce que trois contrées de la République ne sont pas inclus, risque de donner au fait un alibi au pouvoir. Et nous ne voulons pas donner d'alibi. Avec ou sans machine, avec ou sans Beni, nous irons. Et nous allons voir. J'espère que demain, juste avant les élections, on n'aura pas une 3e ou 4e raison qui dira que voilà, suite à tel ou tel autre élément, il n'y aura pas d'élection. Le peuple est fatigué. Le peuple a besoin d'une alternance. La maison Congo brûle. Il faut arrêter ce feu. Et c'est par la sécurité que nous passons. Ce processus, il est émaillé de beaucoup d'anomalies, d'illégalités depuis le début. La machine à voter ne se trouve nulle part, ni dans la loi électorale, ni dans le calendrier électoral. Et donc si on doit déjà juger ce processus d'illégal, il est illégal du fait de l'utilisation du vote électronique. L'insécurité, comme mon collègue l'a dit, ne sera pas éradiquée d'un tronc, ni non plus l'Ebola. Et donc, la Nanga qui organise l'élection va devoir décider de proclamer celui qui sera élu, ou la Cour constitutionnelle. Ils vont décider. C'est eux qui sont les organisateurs du processus électoral. Les élections, c'est eux, c'est pas nous. Nous devons aller dans la logique d'amener cette arnaque jusqu'au bout, nous l'avons dit. Ils vont proclamer le président qu'ils vont proclamer. Ça sera à nouveau illégal. Pourquoi? Parce que la Constitution ne permet pas qu'on écarte un pan de population du processus électoral. S'ils vont jusqu'au bout avec leur arnaque, ils vont proclamer le président qui sera élu. Vous dites le soulèvement. Mais c'est à ce moment-là que le peuple doit pouvoir se prendre en charge, comme on l'a toujours dit. Si le peuple, si tout le monde estime que cette élection n'est pas légale, c'est au peuple d'agir à ce moment-là. C'est le peuple qui doit pouvoir se prendre en charge. Pour nous, si par exemple, il arrive que ce soit notre candidat qui est élu, et que ça nous permet d'écarter ces médiocres et de le renvoyer, nous pouvons même organiser les élections le lendemain pour que tout le peuple, toute la population puisse voter. Donc tout est possible, pour nous en tout cas. L'essentiel c'est quoi? C'est que ces gens qui sont incapables d'organiser les élections puissent quitter le pays par la voie légale, qui est aujourd'hui l'élection mauvaise ou bonne. Il faut amener ce genre à, en tout cas, avouer leur incapacité, à déguerpir. On doit les mettre dehors.
la MOUCA, je pense que depuis le début, quand nous avons pris notre position, de dire que nous n'allons pas boycotter ce processus, ça c'est une certitude, mais que nous n'allons pas aller à des élections pour les élections. Nous estimons que le peuple a tant attendu ces élections, et là nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, le pouvoir en place continue à faire des stratagèmes et des subterfuges pour que nous ne puissions pas arriver à cette fin heureuse qui sont des élections apaisées, crédibles et qui sont non contestables. Par exemple, sur le point que aujourd'hui la CENI a décidé d'écarter ces villes. Effectivement, la CENI n'a pas ce droit-là. Ce droit est révolu à la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle qui revient ce droit de pouvoir décider pour x, y raison que telle partie du pays ne pourra pas participer aux élections. En parlant du problème sécuritaire, nous avons beaucoup de villes où il y a des problèmes sécuritaires actuellement. Nous avons Bunia, il y a Litouré, où il y a des problèmes sécuritaires récurrents. Et ce n'est pas pour autant que ces villes-là ont été écartées de ce processus. Nous constatons que là où la MOUCA a acquis la population, l'assentiment de cette population, ce sont ces villes-là qui sont ciblées pour pouvoir être mis hors du processus. La CENI a publié un nouveau calendrier électoral dans lequel ils ont dit qu'ils allaient proclamer les résultats des élections présidentielles, je pense bien le 6 janvier, provisoirement, et je crois le 12 janvier les résultats définitifs, et le 18 ou le 19 janvier, il y a déjà passation de pouvoir. Donc ça sous-entend que les gens qui sont exclus de ce processus, qui vont voter en mars, le résultat de leurs élections serviront à quoi? Puisqu'il y aura déjà un président élu. Il y aura un président élu qui va prêter serment et qui va commencer à exercer. Alors s'il s'avère que c'est 1 million de voix, 1 200 000 voix qu'ils ont mis de côté, nous avons une élection à un tour. Ces 1 200 000 voix auraient pu peser pour le candidat présidentiel, qui pourra se sentir lésé demain. Ce n'est pas une élection à deux tours, c'est une élection à un tour. Donc, tout peut se jouer sur une pochette, une petite pochette. Dans les 1 200 000 voix peuvent avoir un apport important et peuvent changer la destinée du pays. Donc, vous les mettez de côté, vous balayez ça sur le revers de la main et vous dites que vous refaites les élections dans 3 mois et le candidat élu, ok, et si admettons que les 1 200 000 voix n'étaient pas pour lui, on fait quoi? Donc déjà, juridiquement, ce n'est pas possible. On a un deuxième problème au niveau des députés. La province du Nord Kivu, il y a un seuil pour la députation nationale. Donc vous enlevez 2 grandes villes, Beni et Butembo, vous laissez Goma. Dans les députés nationaux de ces provinces-là, ils font comment? Pour être élus, ils vont attendre 3 mois. Les députés provinciaux de ces villes respectives, ils vont attendre aussi 3 mois. Parce qu'il y a le seuil de la ville aussi qu'il faut respecter. Donc vous voyez que ces gens-là n'ont aucunement l'intention de vouloir qu'il y ait des élections dans ce pays. Ce qui les intéresse, c'est de rester au pouvoir par tous les moyens. C'est ça leur objectif. Que vous dites que vous allez aux élections avec ou sans, pour eux, ça ne change rien dans leur objectif. Leur objectif, c'est qu'il n'y ait pas élection dans ce pays et que ce pouvoir-là reste aux affaires jusqu'à ce que le Congolais n'en peut... Déjà, le Congolais n'en peut plus. Donc, je ne sais pas jusqu'où ils veulent rester, s'ils veulent rester 50 ans dans ce pays, mais c'est leur objectif. C'est ça la réalité. Et c'est ça que nous devons absolument barrer la route à ces gens-là qui ne puissent pas arriver à leur fin. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des provocations. Ils veulent que l'opposition réagisse. Ils veulent que l'opposition mette nos fils et nos filles dans la rue pour que eux, avec leurs armes, se mettent à tuer ces gens-là. C'est leur objectif. Et ensuite, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, déclarer l'état d'urgence et faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous devons tout à fait trouver des voies et moyens pour pouvoir les empêcher d'atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que nous, en ce qui nous concerne, la première décision que nous avons prise, nous ne pouvons pas accepter que les élections se fassent sans cette partie du territoire parce que ça n'a aucune
C'est-à-dire ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous reportez les élections le 23 décembre, et le 23 décembre, jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas constaté qu'il y avait des problèmes sécuritaires, qu'il y avait des problèmes d'Ebola. Donc aujourd'hui, vous nous dites Ebola et sécurité. Demain ou après-demain, vous allez nous sortir encore quelque chose d'autre. Donc vous voyez qu'on est en train de tourner en rond avec tout ce genre de choses. Ils sont tout le temps là en train de nous sortir des petites choses pour pouvoir essayer de retarder le processus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous, on veut aller aux élections, mais on veut des élections crédibles. On veut des élections qui vont réellement exprimer la volonté du peuple. C'est ça qui nous intéresse. Des élections qui vont réellement refléter le résultat des votes de cette population-là. Cette population-là aspire au changement. Cette population-là n'attend qu'une chose, l'alternance. Ça fait, on va aller sur un troisième report. Donc déjà, on n'est pas à l'abri que du 30 juin, d'ici le 30 juin, qu'il y ait quelque chose qui apparaisse pour nous dire que voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ils peuvent nous sortir encore des problèmes sécuritaires ou d'Ebola dans notre ville, puisque l'Ebola n'est pas que dans le nord Kivu. À Boune, il y a aussi des ponts d'Ebola. Il y a eu de l'Ebola à l'Équateur aussi, donc ça ne les empêche pas de le faire. Nous devons absolument mettre un terme à cela. Il faut que cela cesse. Il faut que la politique du gouvernement soit totalement anéantie. La Mouka, de toute façon, a toujours été une coalition démocrate et nous sommes ouverts à discuter avec Cash, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes ouverts à une discussion dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation pour sauver le pays. Si nous devons nous asseoir ensemble et élaborer des stratégies pour pouvoir arriver à avoir gain de cause, je pense qu'au niveau de la Mouka, ça ne devra pas poser un problème. Mais bon, je pense que ce genre de stratégie, nous n'allons pas en parler sur le devant de la scène. Donc s'il doit y avoir des discussions, il y aura des discussions dans ce sens entre les dirigeants et il y aura des pistes qui seront mises en place et ça finira par se voir. J'aimerais tout simplement dire que pour d'aucuns qui pensent qu'au fait que la Mouka et Cash sont des ennemis, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons peut-être des voies divergentes pour atteindre chacun le but que nous voulons atteindre, l'organisation des élections. Donc ce genre de discussion peut se tenir avec nos leaders respectifs et pour voir qu'est-ce qui se passera après le 30. Mais on ne va pas commencer à dire maintenant ce qui se passera après le 30, parce que même nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passera après le 30. Aujourd'hui, il y a quelques possibilités pour déguerpir ce régime-là. Je peux dire, soit on y va démocratiquement par l'élection, soit on y va par des manifestations, y compris des soulèvements populaires, soit on prend les armes. C'est ça les trois possibilités pour déguerpir le régime en place. Les armes, il faut les exclure parce que nous ne sommes pas de violents. Les manifestations, les villes mortes, les soulèvements populaires, on ne l'a pas encore eu tout à fait. Les villes mortes, on les a fait. Donc, dans le cadre du régime en place, qui n'écoute pas ce langage des marches, parce qu'on a fait des marches, on a tué des gens dans les églises, on a fait beaucoup de choses, hein. Dans ces manifestations, ces villes mortes, on a vu ce que c'est. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, la possibilité qui s'offre, ne fût-ce que ces petits passages des élections pour les prendre à leur propre jeu, parce que nous savons tous, nous l'avons dit, que ces gens ne veulent pas organiser des élections. Mais il faut les amener jusqu'à ce point-là. Parce que s'ils organisent par exemple, Cash a dit, la ligne rouge, c'est quoi? C'est le 30. Je pense que pour la Mouka aussi, le 30, c'est la ligne rouge. Si demain, le 30, ils n'organisent pas les élections, ben je pense que les voix se sont déjà élevées pour parler de la transition sans Kabila. Ça, ce n'est pas, on ne s'en cache pas.
Reste peut-être la possibilité de voir comment cela va se passer, mais je pense que au-delà de la ligne rouge du 30 décembre 2018, s'il n'y a pas d'élection, tout le monde devra aller dans ce sens-là. Transition sans Kabila, parce que Kabila et ses complices auront suffisamment montré qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Pour ne pas dire qu'ils sont incapables, mais je ne veux pas dire qu'ils sont incapables. Ils ne veulent tout simplement pas organiser des élections parce qu'ils veulent se pérenniser au pouvoir. Voilà. C'est ça pour nous, à l'UDPS et au CACH. C'est cela. La ligne rouge, c'est le 30. S'il n'y a pas d'élection, quelles que soient les raisons qu'on va avancer, on va réclamer la transition sans Kabila. Pensez-vous que vraiment une autre négociation avec les mêmes acteurs portera quelque chose? Parce que ça fait 2 ans qu'on attend ces élections. Et à 3 jours, à 1 semaine, on nous fait brûler des machines. Maintenant, on ne sait plus brûler des machines, on nous trouve des raisons sécuritaires. Maintenant, ce n'est plus des raisons sécuritaires, c'est des raisons sanitaires. Je crois qu'il y aura une autre raison qui va sortir après. Je pense que le 30, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et le 30, les membres de l'opposition sont suffisamment outillés pour voir quelles sont les solutions qui pourront être mises en place. Et dans quel mécanisme. On parle de la transition sans Kabila. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être activés. Je peux juste ajouter, avant que mon collègue prenne la parole, il est vrai que la communauté internationale a aidé la République démocratique du Congo à plusieurs reprises avec le dialogue. Même la CENCO, quand elle a fait ce dialogue, c'était un peu sous l'impulsion de la communauté internationale, qui voulait un atterrissement en douce. Et on voit que tous les accords qui ont été obtenus n'ont jamais été respectés par M. Kabila. Rappelez-vous que la représentante de l'ONU, à l'ONU, américaine de l'ONU, Mme Mikiale, qui est arrivée à Kinshasa, c'est elle qui a contribué, c'est parce qu'on parle de la communauté internationale, c'est l'Amérique d'abord, et puis les autres après. C'est un peu elle qui, en désespoir de cause, a dit c'est la dernière fois et au-delà, on n'ira pas. Donc, avec l'accord de la Saint-Sylvestre, tout le monde était d'accord pour dire au-delà de l'échéance du 23 décembre 2018, personne n'acceptera de prolongation supplémentaire. SADC, CIRGL dans leur réunion, ils ont dit ça. En Angola, pas plus longtemps, pas plus loin qu'il y a 2 ou 3 mois. On n'acceptera pas une énième prolongation. Parce que si ça pète, ils sont conscients que s'il y a une prolongation aujourd'hui, le peuple ne va pas accepter cela. Et donc, c'est bien, la communauté internationale peut nous aider, mais je pense qu'à un certain moment, il faudra quand même que nous-mêmes, que la classe politique congolaise, les leaders politiques congolais, s'assument. Le peuple en a marre des négociations, il l'a fait savoir au 30 décembre, qui a été une petite rallonge acceptée sur le fil. Voilà, sur le fil du rasoir, acceptée pour ne pas donner l'occasion à ces gens-là de croire que l'opposition veut saboter l'élection. On a dit le 30 décembre, c'est la ligne rouge. Et je ne pense pas que la même communauté internationale, la même communauté régionale qui a toujours dit plus de reports supplémentaires, va encore se permettre de venir pour faire de bons offices, des accords, des négociations qui vont aboutir à des accords qui ne seront jamais respectés par Kabila, puisque s'il n'a pas respecté sa propre constitution, comment pourra-t-il respecter des accords qui n'ont aucune, pour lui, base juridique? Je voudrais juste compléter ce que le collègue de l'UDPS vient de dire.
C'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes amenés à nous retrouver éventuellement sous l'égide de la communauté internationale sur une table de négociation, le responsable premier, c'est le gouvernement Kabila et Kabila lui-même. Parce qu'il a conduit un calendrier électoral et lui-même ne respecte pas son calendrier électoral de peur de ne pas pouvoir gagner les élections. Vous savez, j'ai beaucoup entendu les gens de la majorité pendant les mois avant la campagne électorale dire qu'eux, ils étaient prêts pour les élections et que l'opposition avait peur des élections, que l'opposition ne voulait pas des élections. Mais aujourd'hui, on se rend compte en avançant que c'est le camp adverse qui ne cherche, qui ne tarit pas d'ingéniosité pour trouver des subterfuges pour qu'il n'y ait pas d'élection. Alors comment voulez-vous qu'aujourd'hui, nous puissions nous asseoir à une table et discuter avec ces gens-là? C'est pas possible. Par contre, la communauté internationale peut nous aider justement à faire partir ce monsieur sans qu'il y ait du sang qui coule dans notre pays. Le sang a énormément coulé dans notre pays. Qu'ils viennent nous aider, qu'ils partent sans que le sang coule, oui. Mais s'asseoir, discuter avec ces messieurs-là, je ne pense pas que nos leaders accepteraient de se retrouver sur une table avec ces gens-là. Vous-même, vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus, depuis que la campagne électorale a commencé, je pense que la grande surprise de cette campagne électorale, ça a été la Mouka. Ça, il faut le reconnaître. Avec l'engouement que la Mouka a engrangé partout où il est passé, je pense que ça a beaucoup surpris la majorité. La majorité ne s'attendait pas à ça. Mais la majorité a oublié qu'il y a un énorme sentiment de rejet en ce qui les concerne. Les 17 ans de gestion du pays laissent énormément de traces. Et le Congolais n'est pas amnésique. Alors, avec tout ça, je pense qu'ils ne se sont pas dit que, bon, ce peuple-là, comme ils ont toujours l'habitude de le sous-estimer, je ne pensais pas qu'ils allaient être réveillés à ce point-là. Et ils ont senti qu'aujourd'hui, s'ils essaient de proclamer leur candidat vainqueur des élections, ils vont être confrontés à un sérieux problème. Et si aujourd'hui aussi les élections ne se font pas, ils vont être confrontés aussi à un autre problème. Donc là, ils sont en train de chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, des voies et moyens à ce que cette responsabilité-là, et ça fait depuis un moment donné qu'ils le cherchent, ils ont commencé avec, comme les collègues l'ont dit, en brûlant les machines à voter, ils ont déjà commencé à chercher des responsables. L'incendie se fait à 2 h du matin, à 6 h, 7 h, ils avaient déjà leurs responsables. Ils savaient déjà que c'était, soi-disant, la responsabilité de la Mouka, parce que nous avions dit dans la machine à voter. Donc vous voyez déjà que c'est des gens qui ont une manière très machiavélique de fonctionner. Donc, ça va être difficile aujourd'hui de faire croire à qui que ce soit que si le chaos arrive demain, cela va être la responsabilité de l'opposition. L'opposition, depuis le début, a montré sa bonne foi jusqu'au bout, en acceptant même des choses qu'ils ne pouvaient pas accepter, juste pour pouvoir les mettre contre mur. Et c'est le cas aujourd'hui. Et si demain il y a le chaos, ça va être la responsabilité de la CENI. Nanga va être responsable en tant que pouvoir organisateur de ces élections. C'est lui qu'on va poursuivre. Déjà, nous, en ce qui nous concerne, nous avons déjà décidé de porter plainte contre Nanga. Parce qu'il est responsable numéro 1 et avec les autres qui sont derrière, mais c'est lui qui organise les élections. Il n'avait qu'à prendre son indépendance en tant que CENI et assumer ses responsabilités. Mais comme il joue le jeu du pouvoir, ben, si jamais demain il y a le chaos, ça sera lui le responsable numéro 1. En tout cas, ça c'est notre réponse. Ben, je vais peut-être ajouter un tout petit peu quelque chose à ce que mon collègue vient de dire. Moi, je n'ai jamais appelé d'abord ces gens-là majorité, parce que c'est un terme qu'il ne faut pas continuer à utiliser. Et ils ont été peut-être une majorité achetée, nommée, désignée en 2011, mais au 30 décembre 2016, il n'y a plus aucune institution légitime, et donc il n'y a plus de majorité. Le 20 décembre 2018, encore, on aurait pu avoir une vraie majorité élue.
il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y a pas de majorité. Il faut les appeler autrement. Moi, je ne veux pas qu'on les appelle majorité. Il faut les appeler FCC, parce qu'ils se sont désignés FCC. Ça, c'est la première chose que je voulais. Deuxième chose, le chaos, c'est quoi? Quand on dit, s'il y a chaos dans ce pays-là, les responsables, c'est l'opposition. Chaos, qu'est-ce qu'on entend par chaos? Ça veut dire qu'il y aura peut-être des morts, dans tous les sens. Mais ce n'est pas l'opposition qui a des armes, ce n'est pas l'opposition qui a les militaires, qui commande les militaires. Il y a quelqu'un qui commande les militaires. C'est Kabila, c'est le régime en place. Et donc s'il y a des morts, les responsables, c'est celui qui va tuer. C'est du chantage, ça. Que s'il y a chaos, c'est l'opposition. Non, ça c'est du chantage. Ils doivent savoir qu'ils ne sont plus légaux, qu'ils sont plus légitimes, qui n'ont plus le droit de citer, qui sont incapables, ils n'ont fait que détruire le pays depuis 2000. Pourquoi se maintiennent-ils là où ils sont? Pour faire quoi? N'importe qui peut se poser cette question. Non, s'il y a chaos, en leur entendement, c'est eux qui seront responsables et ce sont eux qui seront poursuivis. Nous allons reprendre, toutes les institutions seront reprises dans cette transition-là. On va trouver des animateurs, nous allons nous asseoir, discuter et dégager des animateurs qui vont diriger cette transition-là. Nous allons mettre en place tout ce qui peut être mis en place pour qu'il y ait une transition qui soit acceptable pour tout le monde avec des animateurs qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'au niveau de la présidence de la République, il y aura l'animateur qu'il faut. Au niveau de l'instance, on verra s'il faudra la nécessité d'un Sénat ou pas, ou on va aller sur un Parlement. Ce sont des choses qui se discutent sur le moment. Donc là, d'emblée, on ne peut pas dire si ou quoi. Mais sachez que quand il y a une transition, il y a des institutions qui sont là, qui vont animer cette transition jusqu'à l'organisation de nouvelles échéances électorales où il y aura des nouvelles personnes qui vont arriver avec la légitimité du souverain premier. Mais pour le moment, si on arrive dans ce cas de figure, eh ben, il y aura une transition qui sera animée par des personnes. Et ces personnes-là auront l'assentiment de toute la classe politique, de tout le pays, dans la société civile. Tout le monde va être engagé dans ce processus pour qu'il n'y ait pas une contestation quelconque. Mais on va voir de quelle manière cette transition va être faite. On a vu ça dans d'autres pays. Au Burkina Faso, il y a eu une transition quand il y a eu un changement de régime. Quand le président Kamparé est parti, il y a eu une transition avec des animateurs. En plus, ils sont trafiqués avec la même chose. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau ou que non. C'est quelque chose qui a déjà du vécu, qui est connu. Mais ça sera juste à la classe politique, à la société civile, de se mettre d'accord de quelle transition on veut mettre en place, quel genre de transition, quelles vont être les institutions qui vont être reprises et celles qui ne seront pas reprises. C'est tout. Nous avons eu de toute façon... après les accords de Sun City, nous avons eu une petite transition de toute manière dans ce pays-là. Avec un président, 4 vice-présidents et un parlement. Je ne pense pas qu'il y avait un Sénat à ce moment-là. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tellement ça qui est le souci. Le problème actuellement se pose de savoir M. Kabila et son régime doivent partir. Parce qu'ils sont totalement illégitimes et illégaux. Donc ensuite, ce problème-là, nous allons le régler entre nous, la classe politique et la société civile, nous allons nous asseoir. Parce que si Kabila n'est plus légitime, le Parlement, le Sénat, et toutes les institutions en mandat électif ne sont plus légitimes du tout. Et donc on ne peut plus parler de ces gens-là, on parle des bâtiments du Sénat qui sont vides, oui, le Parlement qui est vide, oui, d'accord. Mais ces gens-là, ils n'ont plus aucune légitimité. Alors, quand on parle de transition sans Kabila, il y a plusieurs organisations qui parlent de cette transition sans Kabila depuis longtemps. Et si vous demandez à chaque organisation, son modèle de transition sans Kabila n'est peut-être pas le même que celui de l'UDPS, n'est pas le même que... C'est là que peut-être les négociations les vraies négociations vont se passer pour pouvoir définir cette transition qui a quoi comme objectif finalement. Il ne faut pas continuer les choses en longueur. Tout à fait. Il faut organiser les élections et les bonnes élections.
Et nous pensons, en tout cas ça, à ce moment-là je parle pour ce qui concerne mon parti et notre alliance, 2 ans de transition suffisent pour organiser de bonnes élections. Et pour ça, on n'a pas à s'encombrer de multitudes, ça n'engage que moi, ça nous engage que nous, on n'a pas à s'encombrer de multitudes d'institutions qui ne vont servir à rien finalement, qu'à diminuer le budget qui est nécessaire pour organiser les élections. Et donc on a besoin d'une transition sans Kabila, sans toutes ces institutions-là, les leaders politiques, les différentes organisations politiques et de la société civile vont se mettre autour d'une table pour trouver l'équipe la plus réduite possible pour un travail efficace et donner au peuple ce que le peuple attend, c'est quoi? Les dirigeants légitimes qui sont élus par le peuple. Si aujourd'hui nous avons un Sénat qui fait plus de 10 ans n'a pas été renouvelé, c'est parce que quand ils ont changé le 2 tours en 1 tour, alors qu'on élisait les sénateurs et les assemblées provinciaux au 2e tour, ils n'ont pas prévu d'astuce. Donc je pense qu'aujourd'hui, le but d'un gouvernement qui doit être là après le 30, si on constate qu'ils sont à bout de souffle, c'est de pouvoir organiser les élections.